Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Président du Conseil européen, Charles Michel. Quand je vous dis Président, c'est parce que effectivement vous êtes le Président du Conseil européen qui est à la tête de tous les chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis dans les différents pays membres de l'Union européenne. Et beaucoup de décisions que l'on prend ici, finalement, parfois se heurtent aux décisions que vous prenez là-bas, à Bruxelles, et qui, la plupart du temps, ont finalement le dernier mot. On va y revenir sur un certain nombre de points comme l'asile, comme l'armement, comme la souveraineté énergétique. Mais je voudrais, Charles Michel, qu'on commence par parler de ce qui s'est passé en mer. En mer ici, mer Méditerranée, en mer Atlantique, pour le sous-marin. On a vu l'énergie internationale qui a été déployée pour tenter de sauver, même si tristement ça n'a pas abouti, tenter de sauver ces 5 touristes qui avaient été dans le sous-marin pour tenter de voir l'épave du Titanic. Et dans le même temps, la même semaine, il y a eu 700 migrants qui ont péri à bord d'un bateau en mer Méditerranéenne. Et les secours grecs et italiens se sont renvoyés la responsabilité, ont perdu du temps, n'ont pas été à temps secourir ce bateau. Il n'y a pas de quoi être fier d'être européen quand même, non? Mais c'est certain, c'est que la question de la migration est extrêmement difficile et c'est un drame humain. Il est certain qu'on fera la clarté, on devra faire la clarté sur ce qui s'est passé réellement. C'est un premier élément, mais ça montre que les leaders européens ont raison. Et c'est pas depuis les derniers jours, depuis un certain temps maintenant, d'être très engagés pour tenter d'engager beaucoup plus avec les pays de l'autre côté de la Méditerranée pour tenter de viser les groupes criminels qui exploitent la misère, qui exploitent la détresse. Et moi, je pense que l'honneur de l'Europe, c'est de ne pas tolérer que ce soit les groupes criminels qui décident qui a le droit ou n'a pas le droit de risquer sa vie pour venir en Europe. C'est ça le sujet, et c'est sur ce sujet-là que nous progressons. Sur le fond, bien sûr, et à long terme, sans doute réussiriez-vous à faire des progrès là-dessus, mais entre-temps, on se retrouve effectivement avec des passeurs abominables dont on découvre petit à petit, tant que l'enquête avance, qu'ils ont sciemment enfermé dans les cales les femmes et les enfants, qu'ils ont sciemment enfermé dans les cales les Pakistanais, eux-mêmes étant égyptiens, privilégiant sur le pont les Égyptiens qui ont donc eu plus de chances de s'en sortir. Bref, il y a eu des sélections, il y a eu des mises en danger abominables, sauf que pendant ce temps-là, il y a quand même des bateaux de secours grecs qui n'y ont pas été à temps, qui disaient non mais il va vers l'Italie. C'est chacun pour soi en Europe. C'est pas mon impression. Ce drame s'est passé quelques jours plus tôt. On a enfin trouvé un accord, l'ensemble des gouvernements, sur le pacte migratoire, qui est un pas en avant pour plus de coordination, pour plus de solidarité. C'est pas une œuvre parfaite, bien entendu, mais c'est en tout cas une amélioration tangible par rapport à la situation antérieure. Et puis effectivement, je le répète, on ne doit pas avoir peur de la vérité, on ne doit pas avoir peur de la transparence. Et donc, les enquêtes auront lieu, la clarté devra être faite, mais le problème fondamental de la migration, il est lié au sous-développement, à la pauvreté, au conflit, aux guerres. C'est pour ça que l'Union européenne est une force de paix, est une force de médiation, est une force qui soutient le développement, qui fait en sorte qu'on puisse soutenir les pays qui sont en difficulté. Et en même temps, on doit être très clair. Il faut une migration qui soit régulière, qui soit ordonnée. On ne peut pas accepter que ce soit des groupes criminels. C'est ça la première responsabilité, qui tente de décider qui peut venir en Europe, qui peut risquer sa vie pour venir en Europe. Et puisqu'on est sur ces questions, Charles Michel, vous qui êtes donc le président du Conseil européen, il y a eu cette réunion des ministres des Affaires intérieures qui se sont réunis au Luxembourg le mois dernier pour tenter d'harmoniser la politique d'accueil et la politique d'asile. On en est où et quelles vont être les règles ? Les règles, elles progressent parce qu'il y aura donné plus de solidarité, plus de cohérence. Et la volonté, c'est d'essayer d'accélérer aussi les procédures, d'accélérer les décisions. Parce que ce qui se passe régulièrement, c'est que des personnes arrivent chez nous, introduisent une procédure dans l'un ou l'autre des pays de l'espace Schengen. Et puis, il y a beaucoup de temps avant qu'une décision ne soit prise. Et parfois, entre-temps, des personnes s'intègrent, plus ou moins. Et ça pose des difficultés lorsque la décision est un refus et qu'il faut organiser un retour ou une réadmission. C'est un point faible de l'Union européenne. Dans beaucoup de pays européens, ce sont les retours et les réadmissions quand quelqu'un ne remplit pas les conditions pour rester chez nous. Et c'est pour cela que, à côté des progrès qui sont faits sur ce pacte migratoire, qui porte sur la dimension, je dirais, interne européenne, comment entre Européens on coordonne, il y a un complément qui est nécessaire, qui est la coopération, l'engagement avec les pays d'origine, les pays de transit, parce que on comprend bien que pour organiser un retour quand il n'est pas volontaire, il faut effectivement avoir une coopération avec les pays d'origine et de transit. Il faut que les pays d'origine acceptent aussi de rouvrir. Exactement.
de rouvrir dans l'autre sens. C'est pour ça que j'entends parfois des responsables politiques partout en Europe donner l'impression que c'est facile, qu'il faudrait claquer dans les doigts pour organiser un retour et une réadmission. Non, ce n'est pas facile. Il faut effectivement mettre en place des accords et c'est ce que nous faisons. Nous sommes engagés avec la Tunisie, avec le Maroc, avec l'Algérie, avec les pays du Sahel, avec l'ensemble de ces pays-là, pour des coopérations larges qui dépassent le cadre de la migration, qui prend en considération les espoirs de développement de ces pays, les espoirs de sécurité de ces pays. Et la question de la mobilité est un des éléments. Avec dans le une champ des de questions que vous voudriez, et avec une des questions qui rentre en ligne de compte, qui est aussi l'espace où l'on fait la demande. Et il y aurait, si je comprends bien dans la décision que vous êtes en train de valider, la décision d'encourager ceux qui veulent venir en Europe à faire leur demande avant, c'est-à-dire lorsqu'ils sont à l'extérieur de l'Union européenne. Au plus, effectivement, il y a une migration qui est régulière, qui est légale, parce que des canaux légaux de migration sont organisés, au plus on alimente le business model des passeurs et des trafiquants, qui est un business model qui repose sur l'idée qu'il faut risquer sa vie, encore une fois, de façon parfois tragique, pour venir en Europe. Et une fois qu'on est en Europe, on démarre des procédures. Et on voit bien que cette coopération avec les pays de l'autre côté de la Méditerranée est importante pour tenter de gérer ensemble ces questions de mobilité. Mais il faut être aussi clair et sincère par rapport à nos opinions européennes. Si on doit être très ferme et très déterminé pour combattre la migration illégale, la migration irrégulière, on doit en même temps ouvrir des canaux de migration régulière et identifier et choisir. J'ai l'impression d'entendre Emmanuel Macron. Vous êtes là-dessus tout à fait sur la même ligne. Mais parce qu'il y a, vous savez, en réalité, une convergence sur ces questions de migration sur le plan européen qui est plus grande que ce que l'on raconte parfois. Y compris avec une Giorgia Meloni ? Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup plus de points d'accord que de points de divergence. Je vous donne un exemple. Avec Giorgia Meloni, Emmanuel Macron et d'autres, on travaille beaucoup ces derniers jours pour s'accorder afin de soutenir mieux la Tunisie, parce qu'on a constaté qu'au départ, la Tunisie, ces derniers temps, il y avait beaucoup de départs vers l'Union européenne de manière irrégulière. Et Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, moi-même, on considère avec d'autres que l'on doit élargir ce type de programme que nous développons avec la Tunisie pour d'autres pays du Maghreb. La semaine prochaine au Conseil européen, c'est une proposition que je vais faire avec le soutien à la fois de Giorgia Meloni, à la fois d'Emmanuel Macron, c'est qu'on puisse charger la Commission européenne d'identifier avec d'autres pays comment on peut renforcer nos liens de coopération. C'est un et en même temps européen, c'est réussir à bosser et à trouver finalement des points d'accord. Non mais au fond c'est très intéressant, c'est-à-dire que c'est rare de vous avoir face à nous. Honnêtement j'en profite parce que Charles Michel, vous êtes au fond l'homme fort de l'Europe, mais c'est vrai qu'on vous entend peu dans notre quotidien de Français. On a vu une Giorgia Meloni qui a été élue en partie contre l'Union européenne. Comme beaucoup de souverainistes européens, elle a fait aussi de la lutte contre les décisions qui sont menées à Bruxelles un argument de campagne. Puis une fois qu'elle est au pouvoir, au fond, vous-même vous en parlez comme d'une chef d'État parfaitement réglo, avec qui vous arrivez à bosser au quotidien. C'est très contrasté, c'est-à-dire qu'au fond on se dit presque... Pour elle, c'est presque un échec, parce qu'on se dit, elle a dit, je suis contre l'Europe, et puis finalement, elle se dissout dans l'Europe comme tous les autres. Mais pour vous aussi, ça veut dire que vous banalisez en quelque sorte ce discours-là. Après, finalement, on peut bosser avec eux. Je vous laisse votre interprétation de la campagne électorale en Italie. Ce que je peux vous indiquer, en tout cas, c'est que moi, ma responsabilité, c'est effectivement de faire en sorte que les 27 chefs d'État et de gouvernement, qui sont issus de pays différents, avec des traditions différentes, avec des régimes politiques différents, avec des partis politiques différents, puissent travailler ensemble pour qu'il y ait plus de convergence et plus d'unité. Mais ça veut dire que si une Marine Le Pen arrive au pouvoir en France, vous bosserez avec elle comme vous avez bossé avec Giorgia Meloni ? Je voyais venir la question, et permettez-moi d'aller au bout d'un raisonnement quelques instants, et je vous répondrai bien sûr. Mais quelle est la responsabilité ? C'est de faire en sorte qu'on travaille pour éviter le morcellement. Parce que quand on est morcelé, on fragilise non seulement l'Union européenne, on fragilise chacun des États membres. C'est tout à fait clair. Et même ceux qui ont des doutes par rapport au projet européen, qui sont un peu récalcitrants par rapport au projet européen, lorsque l'Europe est morcelée, ils critiquent davantage encore l'Europe. J'ai vu pendant le Covid, certains sont empressés de dire au début de la crise, la santé c'est une compétence nationale. Il n'a pas fallu quelques jours pour qu'ils disent on a besoin de plus d'Europe, et même si les traités ne donnent pas une compétence forte à l'Union européenne en termes de santé, le Covid, la force de la réalité, a amené à ce qu'on a travaillé beaucoup en européen sur la crise du Covid. Et donc moi je n'anticipe naturellement pas sur quelle est la composition du Conseil européen. Je ne vais pas commenter les élections en France qui auront lieu dans quelques années. Mais la responsabilité, c'est de travailler avec ceux qui ont été élus, qui sont
légitime. Giorgia Meloni, elle est légitime, elle a été élue, il y a un Parlement qui soutient son action. Et je dois vous dire, pour travailler avec elle maintenant depuis quelques mois, qu'elle est très claire, et moi j'apprécie sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Il y a eu des soupçons sur elle et sur l'Italie, elle est très claire et très ferme pour soutenir cette solidarité européenne en faveur de nos valeurs qui sont défendues aujourd'hui par l'Ukraine, au péril de la vie des Ukrainiens de façon dramatique. Elle est très claire aussi sur une certaine responsabilité du modèle économique, ce qui était aussi un point extrêmement important. Alors, bien entendu, il y aura certainement sur certains sujets, y compris sur certains aspects de la migration peut-être, des tensions entre les leaders européens, ça fait partie du projet européen, mais mon rôle à moi, c'est pas de trop parler, c'est de plutôt essayer d'agir afin de faire en sorte que l'on puisse dégager des positions. Ce que l'on a fait beaucoup, reconnaissez-le, sur le plan européen, dans un moment difficile, la crise du Covid et maintenant la guerre contre l'Ukraine. Ou l'Ukraine, et on va y revenir, puisque effectivement, il y a beaucoup de sous, et y compris récemment, qui ont été octroyés à l'Ukraine. Encore un mot quand même sur cette question de l'harmonisation des politiques migratoires. Lorsqu'on voit la politique d'un pays comme le Danemark, ou à l'inverse d'autres politiques comme la France ou l'Espagne, on se demande au fond si les décisions nationales ont encore de toute façon un impact, parce qu'on parle de la politique danoise. Mais si quelqu'un arrive au Danemark avec l'espace Schengen ou se déplace d'un autre endroit en ayant obtenu une autorisation dans un autre pays, tout ça est un peu une mascarade. Vous avez parfaitement raison. Et la difficulté de la question migratoire, c'est ce que vous avez parfaitement décrit. C'est que en fait, on a des pays qui décident, mais à la fin, tout est ouvert. Non, donc, vous avez raison. Nous avons un espace Schengen avec une liberté de circulation, ce qui est, je pense, une valeur ajoutée pour la prospérité, pour la liberté en Europe. On doit protéger cet espace Schengen, c'est un premier élément. Mais si on veut protéger l'espace Schengen, on doit beaucoup plus travailler ensemble pour protéger les frontières extérieures de l'Union européenne, avoir des règles communes, des règles claires, et pour éviter qu'il y ait des situations dans un pays si différentes par rapport à l'autre pays qu'en réalité on perd la cohérence sur qui peut rejoindre. Oui, mais où est-ce que vous allez mettre le curseur au niveau du Danemark ou à un autre niveau? Non, c'est une question d'équilibre et de balance. Il est certain que on ne va pas suivre à 100% la position du Danemark, mais on va prendre en considération qu'il y a des pays comme le Danemark ou d'autres qui ont une opinion plus ferme ou stricte sur un certain nombre de sujets. Et ce pacte migratoire qui a fait l'objet d'un accord, et je le rappelle, ça fait des années que l'on échouait à avoir une position commune sur cette dimension interne de la migration, c'est vraiment un pas en avant. C'est un pas en avant parce que c'est la reconnaissance très pragmatique, en réalité, du constat que vous avez dressé. Si on veut être conséquent, si on veut davantage protéger l'intérêt des citoyens européens et avoir une migration qui soit régulée, il faut aller vers davantage d'harmonisation des... Il faut avoir des règles qui se rapprochent les unes par rapport aux autres. Charles Michel, je rappelle votre nom parce que effectivement votre voix n'est pas encore très connue de nos auditeurs, et pourtant cela fait un bon bout de temps que vous êtes notre président, le président du Conseil européen. Un mot encore sur l'Ukraine, vous le disiez, voilà un point sur lequel il y a une véritable solidarité européenne, avec beaucoup de sous à la clé, puisque la dotation initiale de soutien à l'Ukraine par l'Union européenne était de 5,7 milliards. Elle avait été allouée pour 7 ans, mais elle est déjà écoulée. Vous avez donc rajouté 2 milliards d'euros en mai pour fournir aux forces ukrainiennes des obus et davantage d'armes. Et vous avez Volodymyr Zelensky qui désormais demande encore plus, 5,5 milliards d'euros supplémentaires. Faut-il les donner ? Oui, il faut donner les moyens à l'Ukraine qui sont nécessaires, parce que donner les moyens à l'Ukraine, c'est donner des moyens pour notre sécurité, pour la sécurité de nos enfants. C'est de cela dont il s'agit. Et il faut être très clair, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Il y a un agresseur et il y a un agressé. Et la loi internationale, les règles que nous avons fondées après la tragédie de 2 guerres mondiales, qui ont été douloureuses sur le plan européen, on le sait bien, c'est faire en sorte qu'on soutient celui qui est agressé, le peuple qui est agressé. Et les Ukrainiens sont debout et souffrent pour défendre les valeurs auxquelles nous croyons, la démocratie, la liberté, ce modèle de prospérité. Et donc c'est un moment extrêmement difficile pour l'Europe, pour le continent européen. Il faut du soutien financier, c'est indispensable. Financier jusqu'à, j'allais dire sans limite, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils, voilà, tant qu'ils en auront besoin. Je pense qu'on doit être très clair, donner le message à Vladimir Poutine qu'on ne va pas trembler et qu'on ne va pas se laisser intimider par les mensonges, par les crimes de guerre qui sont commis, par ce qui est au cœur aujourd'hui. C'est le modèle de société que l'on veut sur le plan du continent européen pour les prochaines décennies. C'est cela l'enjeu, c'est cela le sujet. Et par rapport à nos enfants, à vos enfants, à mes enfants, moi je pense que notre génération politique doit assumer sa responsabilité
responsabilité, comme il y a quelques décennies, les pères de l'Europe ont été courageux et ont décidé de mettre en place un système de paix et de prospérité qui a été le point de départ de l'Union européenne. Donc moi, j'assume avec conviction ce travail pour expliquer aux citoyens européens que ces moyens qui sont mobilisés, c'est de la solidarité européenne, c'est vrai, mais c'est une solidarité qui n'est pas simplement de la générosité, c'est aussi pour garantir autant que possible de la sécurité en Europe. C'est tant altruiste qu'égoïste. De manière, bien sûr, il faut dire les choses. Charles Michel, est-ce que l'Ukraine peut espérer rentrer dans l'Union européenne ? Ce seront les chefs d'État et de gouvernement en décembre qui devront donner un signal supplémentaire. Aujourd'hui, pour que je dise bien les choses et que les gens comprennent, elle a quand même le statut de pays candidat, ce qui est déjà comme si on mettait le premier orteil, je dirais, dans l'Union européenne. Ensuite, il y a un certain nombre d'étapes avec des précisions à apporter, des engagements à apporter, mais est-ce qu'elle peut donc passer ces prochaines étapes ? Je vais même être plus ambitieux que vous, c'est davantage un orteil, c'est un pas en avant vers l'adhésion, un pas en avant significatif. Vous souhaitez-vous qu'elle rentre ? À titre personnel, je l'espère. Parce que je pense que l'Europe sera plus protégée, plus solide avec l'Ukraine. Mais ce sera aussi une exigence pour les Européens d'organiser différemment nos modes de décision. Parce que si on va vers un élargissement, on devra en parallèle absolument être plus rapide et plus flexible dans nos manières de décider. Et on devra aussi adapter nos politiques, adapter nos priorités, adapter nos capacités financières. Donc ça va être un grand défi d'organisation et de conséquences pour l'Union européenne. Mais je voudrais expliquer la situation. Certainement quelques semaines avant le déclenchement de cette guerre brutale, il y avait une tendance très majoritaire sur le plan européen qui ne croyait pas à l'hypothèse que l'Ukraine, dans un délai rapproché, vienne vers l'Union européenne. Et il faut qu'on comprenne bien que cette guerre est un bouleversement, elle change totalement le paradigme. Et c'est d'ailleurs l'erreur majeure de Vladimir Poutine. Il pensait qu'en déclenchant cette guerre, l'Ukraine s'effondrerait en quelques semaines. Il s'est trompé, on le voit bien. Il pensait que les Européens seraient immédiatement déchirés, divisés, morcelés. Peut-être que quelques forces extrémistes ici ou là en Europe l'espéraient aussi. Il s'est trompé. Nous sommes plus d'1 an plus tard, plus soudés que jamais. On le voit bien, y compris sur des questions difficiles, comme les moyens financiers. Comme les moyens financiers ou l'envoi d'armes. Ou les moyens militaires. On nous livre des armes à l'Ukraine. Ce qui était impensable encore avant le déclenchement de cette guerre qu'on pose un tel acte au départ de l'Union européenne. Il pensait déforcer l'OTAN et le lien États-Unis-Union européenne. C'est l'inverse qui s'est produit, puisque la Finlande et la Suède sont en mouvement. La Finlande, c'est fait. La Suède, j'espère que ce sera fait également, pour rejoindre l'OTAN. Et donc, on voit bien que Vladimir Poutine a accumulé les erreurs de raisonnement. Face à cela, Charles Michel, vous dites... Oui, j'espère et nous espérons que l'Ukraine adhérera à l'Union européenne. À quelle échéance ? Je ne peux pas m'enfermer dans un délai pour une raison très simple, c'est que c'est un processus qui n'est pas automatique, c'est un processus qui va dépendre des réformes que l'Ukraine va entreprendre. Et l'Ukraine, en quelques mois, malgré ces situations de guerre, a déjà profondément changé son arsenal légal pour lutter contre la corruption, pour amener davantage d'indépendance de la justice, pour être plus proche des standards européens. C'est-à-dire pour bien préciser les choses, c'est exactement comme un formulaire d'inscription. Vous devez aussi cocher un certain nombre de cases. Et pour s'inscrire dans l'Union européenne, il y a notamment un certain nombre de critères qui sont la lutte contre la corruption, critères sur lesquels l'Ukraine aujourd'hui ne remplit pas en effet le critère de l'Union européenne. Il y a encore trop de corruption. Il y a notamment aussi le rapport à l'oligarchie. Ça, je l'ai découvert en étudiant le dossier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Ukraine, l'économie est encore très largement organisée autour des oligarques. Vous avez parfaitement raison. En réalité, ces pays qui ne sont pas dans l'Union européenne ont des systèmes économiques très différents, des systèmes d'oligarques très proches du pouvoir, souvent d'ailleurs en contrôle des paysages médiatiques. Et non, pour que ces pays puissent devenir membres à un moment donné de l'Union européenne, ces pays doivent rejoindre nos standards d'état de droit, de séparation des pouvoirs, de gouvernance. Et la Commission européenne recommande un certain nombre de points extrêmement précis. Sur ces points précis, l'Ukraine a bien progressé. Il y aura un rapport de la Commission européenne après l'été, ce sera un rapport public, un rapport écrit. Et retrouvons-nous à ce moment-là, si vous le souhaitez, pour commenter le rapport. Et sur base de ce rapport, quelques semaines plus tard, j'aurai la responsabilité de soumettre une proposition au mois de décembre au 27 chefs d'État de gouvernement. Mais ça veut dire que potentiellement, Charles Michel, on pourrait se retrouver avec, au sein de l'Union européenne, un pays en guerre.
Un très très bon sujet parce qu'effectivement, ce sera certainement un des éléments que politiquement les leaders vont prendre en considération. Et on ne peut malheureusement pas anticiper ce sera la situation dans quelques mois, dans un an, dans 2 ans. Mais il est certain que politiquement, c'est un élément que les leaders devront prendre en considération au moment de prendre une décision. Mais vous l'avez bien dit, il y a le statut de candidat qui a été octroyé, c'est un pas important. La question pour le mois de décembre, c'est est-ce que l'on démarre une négociation? C'est ça dont il s'agit. Ça, c'est l'étape Donc c'est suivante. démarrer la négociation. Donc quand on démarre une négociation, il y a un temps qui sera nécessaire. Et j'espère de tout cœur qu'entre-temps, le droit international dominera et qu'on réussira à faire en sorte que les troupes russes quittent l'Ukraine et que l'intégrité territoriale de l'Ukraine soit respectée. Merci Charles Michel d'être venu dans ce studio à Paris pour répondre donc à mes questions. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil européen. Merci, votre parole est très rare. Merci de nous l'avoir à tous offerte. Il est 8h52 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV.